Vous écoutez Cinéphile de notre temps. Je suis cinéphile autant qu'on puisse l'être, j'adore le cinéma, mais je n'ai pas besoin de voir 3 bons films par jour, ça me va de voir 3 bons films par an. Dans une année qui est un bon millésime pour le cinéma, il se produit 5 ou 6 bons films dans le monde, pas davantage. Il peut être bon de voir ces 5 ou 6 films. Parfois, il peut être bien de se contenter de ce qu'il y a de plus mauvais, juste pour apprendre ce qu'il ne faut pas faire. Les mauvais films seront toujours plus instructifs que les bons. Et ça, c'est Werner Herzog dans le livre Manuel de survie, entretien avec Hervé Aubron et Emmanuel Burdeau qui dit ça. Voilà. Est-ce que toi, ça te parle, le fait de voir que 3, 4, 5 bons films par an, ou t'as besoin de voir vraiment beaucoup de films, enfin, à quelle fréquence, enfin, comment tu te positionnes par rapport à ça? Je le comprends tout à fait. Moi, je triche un peu, puisque depuis peu, je suis abonnée à Mubi, comme tu le sais, et j'ai tendance à en voir beaucoup, à en voir au moins un par jour. Mais il me semble qu'avant, alors peut-être que 5 par an, c'est vraiment très très peu, mais peut-être qu'en vieillissant, on peut voir 5 films par an et ça nourrit. Mais pour l'instant, ça ne te suffit pas, il t'en faut quand même un petit peu plus. Oui, mais je me sens un peu piégée par ce site fait par des cinéphiles pour les cinéphiles et qui est un peu une addiction d'une certaine manière. Donc je me suis pris au piège. Et tu ne vois que des bons films dessus? Non. Et c'est ça qui est bien, c'est que ce que je ne ferai jamais au cinéma, je peux commencer un film et si vraiment il m'ennuie, je coupe court. Alors qu'en général, je persévère, et c'est peut-être aussi le défaut de Mubi, c'est de s'interrompre si vraiment c'est très mauvais. Non, en général, je regarde en entier et il y a vraiment des découvertes de films que j'aurais pas eu l'idée ou d'emprunter ou d'aller voir. Donc c'est un peu une découverte récente, Mubi. C'est génial pour ça. Et sinon, tu vas beaucoup au cinéma dans l'année ou pas tant que ça? Alors, peut-être qu'à un moment, pas 5 films par an, mais je crois que maintenant, quand je vais au cinéma, c'est comme des rendez-vous. C'est un cinéaste que j'adore et je sais que son film sort, par exemple, ou un film dont on m'a fortement parlé, mais c'est pas du tout pour suivre l'actualité. Pour moi, ça reste quelque chose qui est comme un rendez-vous, un rituel, quelque chose d'important. Aller s'enfermer dans une salle obscure, je continue à penser que c'est pas anodin. C'est pas une pratique commune. Donc notre invitée est cinéaste, plasticienne, illustratrice et écrivaine. Cela fait déjà beaucoup. Mais je dirais surtout conteuse. Que ce soit dans ses livres, dans ses films et même dans ses courts spots publicitaires, on retrouve cet aspect étrange et inquiétant des contes, que l'on aime et qui nous effraie aussi un peu. De son court-métrage d'animation carnavalé jusqu'à son dernier moyen-métrage Flèche, on est happé dans un monde pas tout à fait réel, ni tout à fait fantastique, et on aime plutôt ça. Bienvenue à l'INAON. Merci. Donc, merci d'avoir accepté notre invitation. Et on va commencer ce podcast avec un court portrait de toi, en te demandant si tu étais une respiration, un souffle d'un personnage au cinéma, quel souffle ou quelle respiration serais-tu? Je pense à Delphine Seyrig dans Le Lys dans la vallée, avec cette scansion inégalable qui était la sienne. Et pourquoi, à quel point, que raconte c'est bien... C'est l'adaptation de Balzac. C'est l'adaptation de Balzac et c'est un téléfilm et moi c'est vraiment une impression très forte de l'utilisation de sa voix, sa respiration à un point à un niveau musical qui est très rare. Et qui fait une des spécificités de Delphine Seyrig, c'est qu'elle est vraiment
reconnaissable à ça. Un phrasé inégalable et une respiration dans ce phrasé, une scansion incroyable. Et est-ce qu'on l'entend, sa respiration, enfin dans le sens, est-ce qu'on l'entend respirer, ou justement ça fait partie de son débit de parole et donc on l'oublie? Non, moi je l'entends, sa respiration, mais elle est très fine et subtile, elle est de l'ordre d'une émotion qu'on a pu retrouver dans bien de ses films. D'accord, merci beaucoup. Alors, on va passer à la partie suivante du portrait. Si tu étais un costume d'un personnage au cinéma? Je serais le masque de la bête dans La Belle et la Bête de Jean Cocteau. Et qu'est-ce que ça te renvoie, enfin à quoi ça te renvoie ce film en particulier? Il y a deux choses. D'abord, plastiquement, c'est un film. Ce costume m'a toujours marqué parce que on a vraiment l'impression qu'il est hybride, qu'il est polymorphe, que c'est vraiment un homme avec une vraie tête de chat, de lion. On est vraiment entre l'humain et l'animal. Et je n'ai pas d'autre exemple qui m'ait autant frappé. Et je sais en plus, pour la petite histoire, que c'était extrêmement compliqué pour lui de le mettre avant chaque prise. Je crois qu'il y avait une vraie souffrance. Oui, c'était plusieurs heures. Plusieurs heures, c'était pas agréable parce que je pense qu'à l'époque c'était pas tout à fait au point. C'était beaucoup moins confortable. Et ça me fascine aussi. Ça veut dire aussi l'endurance du comédien. Et voilà, c'est lié. D'accord, tu le sens physiquement aussi, cet aspect. Non, je le sens justement très à l'aise. Si je ne savais pas ça, ça se verrait pas du tout dans le film. Mais sachant qu'en plus. Comment s'appelait-il? Jean Marais a souffert le martyre. C'est d'autant plus marquant parce qu'il il a une gestuelle et une diction très fluide dans ce film. C'est vrai qu'il laisse réapparaître. Il laisse transparaître des émotions incroyables, alors que peut-être qu'il était très très embarrassé par son costume. Mais c'est marrant que tu parles de ça, et du fait qu'il soit à mi-chemin entre une bête et un homme, parce que j'ai revu le tout début où il y a un petit carton et où il y a vraiment le mot bête humaine dedans. C'est vraiment comme ça qu'il est qualifié finalement. Et c'est vrai que le masque, quand on pense à ça comme adjectif, c'est très impressionnant. Oui, je pense que Cocteau a vraiment réussi à... Ça contribue en grande partie à la magie du film, selon moi. Et moi j'ai une question parce que je m'en souviens plus, j'ai vu ce film, mais je me souviens plus si le masque fait vraiment, fait le tour du visage et ensuite il est maquillé, ou c'est vraiment un masque qui recouvre tout. Ça semble assez près de la peau. Je pense que c'était vraiment adapté, c'était presque moulé sur la tête de Jean Marais. Mais comme il y a un effet un peu de lumière un peu irradiante dans ce film, j'ai l'impression qu'on ne regarde pas tous ces détails. C'est une globalité qu'on voit. C'est vrai que la lumière, elle est un peu éthérée, un peu... Elle est très théâtrale. Et c'est très... Oui, bien sûr. Il y a presque un effet studio Harcourt. Complètement, oui. Voilà, donc on n'a pas le temps de se demander comment précisément c'est fait. Moi, c'est juste d'avoir lu à quel point ça avait été compliqué, les séances de pose du masque avant chaque prise. Et pour finir ce court portrait, on voulait te demander si tu étais une archive au cinéma, laquelle serais-tu, en sachant que cette archive peut être de toute forme, elle peut être une photo, de la radio, du cinéma, et qu'elle est utilisée comme telle dans le film, c'est-à-dire comme une archive, soit un objet ancien, avec une histoire et géré comme un document passé. Alors je pense au masque qui est derrière le personnage, je ne sais plus le nom de ce comédien dans la règle du jeu, ce personnage qui parle et derrière lui il y a une statue, alors soit africaine soit asiatique, j'ai pas revu le film depuis longtemps, et à un moment donné le personnage masculin se fige et il a exactement l'attitude de la statue derrière lui. Donc c'est évidemment un effet volontaire de Renoir et c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappée parmi les immenses qualités de ce film. Je garde l'utilisation du décor pour être comme une mise en abîme du personnage ou je ne sais quoi, ou juste un effet peut-être un clin d'œil, peut-être que c'est l'humour de Renoir à ce moment-là, peut-être que c'est tout ça à la fois, mais
Pour moi, c'est une utilisation du décor étonnante. Et est-ce que tu sais d'où elle vient, cette statue, ou pas? Non, Pas du je tout. ne sais même plus si elle est africaine ou asiatique. Maintenant, en y pensant, je me demande si elle n'est pas asiatique. Parce que ce personnage, il a quelque chose d'un petit peu... il a des yeux bridés. Voilà, il me semble qu'il s'accoude à une cheminée et il s'arrête. Et on sent la volonté de Renoir qui lui a dit de se figer. Et vraiment, il est à côté d'une statue. On a presque du mal à distinguer qui est statue, qui est vivant. Et ça se passe à quel moment dans le film? C'est dans un salon, il parle avec l'actrice égérie, mais dont j'ai oublié le nom aussi. C'est une scène un peu intimiste. Peut-être que c'est une querelle de couple, je ne sais plus. Mais il est assez mondain à ce moment-là. Et justement, il prend la pose comme la statue qui est derrière lui. Ça le retire peut-être même un peu de son propre personnage à ce moment-là, étant donné qu'il fait partie du décor, presque, ou non, pas du tout? Moi, je vois juste l'habileté d'un metteur en scène qui a pensé au moindre détail. Et alors, qu'est-ce que ça signifie? Je ne sais pas, mais il y a certainement une intention. Peut-être qu'on pourrait retrouver ça dans les archives de Renoir. C'est très intriguant de présenter comme ça. En même temps, non, je suis en train de me dire que quand même, la règle du jeu, c'est beaucoup sur cette dualité de la personnalité. Alors, est-ce que c'est un symbole de ça? Peut-être. Je ne sais pas. On ira vérifier. On va passer du coup à la deuxième partie de ce grand portrait, on va dire, qui est lié aux circonstances de visionnage et aux conditions physiques quand on voit un film. Et avec cette première question, donc, un film à voir uniquement en salle et en pellicule? Oui, alors, Soy Kuba de Kalatazov. Vraiment. Peut-être vu qu'en salle. Pour l'aspect immersif, la caméra qui est vraiment en lévitation ou... Tout. La qualité de l'image, la mise en scène, ce noir, les mouvements de caméra à la russe, incroyable. Et oui, il y a un effet immersif, ça c'est certain. Et tu l'as vu à quel moment la première fois, ce film? Je l'ai vu à l'âge adulte et en fait, je crois que c'était lors de sa restauration et de sa ressortie au MK2, Quai de Loire ou Quai de Seine. À l'initiative de... Alors, Scorsese, je me demande si c'est pas Scorsese, voilà. Ouais. Oui. Donc, alors, je ne sais plus exactement, mais peut-être quand j'avais une trentaine d'années. Est-ce que tu te souviens comment t'es ressortie de cette salle? Enfin, qu'est-ce que t'as ressenti au moment de la projection et même après, quand on est ressorti? Mais je trouve que c'est toujours difficile de parler d'une œuvre géniale. Je vais dire tellement de choses qui ont été dites. D'abord, c'est une œuvre unique. Enfin, Soy Kuba, il n'y a aucun film qui peut égaler. Alors, d'abord, un propos quand même, qui est de raconter, de relater l'histoire de Cuba, de l'arrivée de Christophe Colomb jusqu'à les troupes de Fidel Castro dans la jungle. Donc je pense que déjà il y a un terreau politique qui est très fort, mais adjoint à ça une esthétique que moi j'avais rarement vue, et un dispositif de mise en scène qui souvent me perd. Enfin, je comprends pas toujours. Je pense à la scène dans l'hôtel avec la caméra qui descend, qui monte, qui s'approche des... Enfin, d'ailleurs, et ça m'intéresse pas beaucoup de savoir exactement comment il a fait, je n'y comprends rien, je suis juste emmenée dans un mouvement de caméra qui est aussi, je trouve, lié à cette île, entourée d'une mer. Enfin, il y a quelque chose de très fluide, même dans l'utilisation de la caméra. Ah oui, c'est un des films les plus fluides qui existent probablement, enfin même encore aujourd'hui. Ça reste un mystère. C'est stupéfiant. Voilà. De toute façon, c'est une œuvre stupéfiante. Je
Qui a une grande sensualité aussi. Je pense d'ailleurs, elle a été interdite par le régime soviétique parce qu'elle a été jugée trop hédoniste. C'est la raison, voilà. Donc, et même par Cuba, je crois aussi, ils n'ont pas voulu. Enfin, le film a complètement manqué sa cible à l'époque, tellement il était unique en son genre. Oui, ça ne m'étonne pas, parce que encore maintenant, je pense qu'il pourrait désarçonner. Et moi j'ai trouvé ça marrant parce que j'en ai vu des extraits, notamment cette scène dans l'hôtel où il passe, puis il va dans l'eau, etc. Et je trouve que, en fait, la caméra aussi, on en oublie, les personnages, ils deviennent pas très importants finalement. Parce qu'on passe sur eux et c'est plus le mouvement et l'atmosphère dans laquelle on est, plus que les personnages ou ce qu'on voit, enfin, dans le sens, c'est des personnes qu'on voit. Oui, moi je trouve qu'il raconte l'île, avant tout. Il raconte l'île de Cuba. Avec cet effet de ressac, de fluidité et du coup d'une très grande sensualité. Je pense à cette scène avec comment s'appelle-t-il ce vieux comédien qui va voir je ne sais même plus si elle est prostituée d'ailleurs dans l'histoire. Oui, pour des Russes américains. Et il y a cette scène de danse, un peu comme une transe, qui est très sensuelle, mais qui raconte aussi d'autres choses, de ce qu'on appelait d'ailleurs le bordel de l'Amérique. Cuba, c'était ça, avant... Avant d'être un blocus. Oui, mais bon, ensuite, je ne sais pas, je me prononcerai pas. Mais tu penses que si tu le revoyais dans d'autres conditions, par exemple, si ça passait sur une biche et toi, le plaisir serait pas du tout le même, ou que c'est visible que sur grand écran pour toi, ou... Moi, je ne suis pas sûre que j'aurais envie de le voir sur un petit écran. D'accord, oui, c'est vraiment que tu n'as pas envie. Et il n'y a pas tellement de films où je me dis que vraiment ça peut être revu qu'au cinéma. Mais ça, par contre... Oui. C'est une œuvre d'un cinéaste. Voilà, c'est pas si courant. C'est vrai. C'est vrai. Et au contraire, est-ce qu'il y a un film que tu pourrais voir et revoir, peu importe le format, les conditions de visionnage, que tu pourrais voir un peu partout finalement ? Et tu serais heureuse de le revoir quoi qu'il en soit? Alors je vais répondre autrement. Je le verrais idéalement dans les meilleures conditions possibles et si possible en salle. C'est Le Miroir de Tarkovsky. Parce qu'il te met dans la même émotion quoi qu'il arrive? Parce que je ne le comprends pas, ce film. Et je crois que j'aime bien. J'aime bien ne pas le comprendre. C'est une œuvre vraiment énigmatique, entêtante. Là, encore une fois, par rapport à la technique, cette sorte de lévitation de la mer continue à m'interroger. Je ne comprends pas comment ça a été fait. Et puis, peu importe, mais c'est une œuvre énigmatique. C'est pas si courant. Ça veut dire que on a beau la regarder. Peut-être que plus je vois ce film, et moins je le comprends. Où il est tellement œuvre ouverte que j'y vois plein de choses, peut-être à différents stades de ma vie. Et au-delà de tout support, l'énigme est tellement puissante que ça continue à t'interroger où que tu le vois. Oui, mais je crois quand même que j'essaierai toujours de le voir en salle. Et d'ailleurs, comme quasiment tous les films de Tarkovsky, là aussi. Oui, qui sont faits quand même. Là aussi, qui sont faits pour le cinéma. Oui. Est-ce que, parce que tu peux juste rappeler peut-être le fil conducteur peut-être de ce film, même si ça reste une énigme, autour de quoi se construit cette énigme? Je pense qu'il parle de 3 générations, celle de son père qui était poète, lui-même cinéaste, et peut-être de son fils dans le film. En fait, moi, il me reste que des bribes. Je trouve que justement, c'est un peu comme un puzzle. Je ne saurais pas exactement le raconter, parce que l'onérisme prend beaucoup le dessus. Il y a l'histoire probablement de sa mère qui est correctrice et qui croit avoir commis une coquille ou qui a oublié un mot et qui est très très inquiète de ça. Là, ça s'inscrit vraiment dans l'époque soviétique, mais par ailleurs, je pense que c'est son enfance, c'est peut-être des références à ses grands-parents. Puis tout s'articule beaucoup autour de la même petite maison, qui était vraiment sa maison qu'il a fait reconstruire. Oui, parce que c'est le film le plus autobiographique de Tarkovsky, c'est ça? Ah oui, ça on le sent, mais
ce que j'aime bien, c'est qu'il livre pas tout. Et c'est aussi une œuvre contemplative, tout court. Et je pense qu'elle touche tout le monde. C'est pas uniquement l'histoire de Tarkovsky. C'est très universel, tout ce qu'il convoque. C'est drôle parce que effectivement, moi je l'ai vu en salle celui-là, mais j'ai l'impression que même si je le voyais sur un plus petit écran, il me toucherait quand même, peut-être pas de la même façon, mais il y a une telle puissance qui émane du film en fait que même sur un écran plus petit, même s'il faut le voir en salle, ça fait quelque chose effectivement. Faudrait faire l'essai. Faudrait faire l'essai, mais je pense que la structure elle est tellement complexe, le film est tellement mystérieux que ça peut quand même un peu happer entre guillemets. Ah oui, comme moi. Même si on sera jamais aussi bien concentré que dans une salle de cinéma, je pense qu'il est assez magnétique, on va dire. Ah oui, c'est le terme. Enfin, il a une espèce d'aura en fait, le film. Particulièrement, oui, par rapport à tous ces films, c'est celui qui est peut-être le plus magnétique, tu as raison. Et tu disais que tout le monde pourrait être touché par le miroir, par n'importe quel bout. Toi, par quel bout il t'a touché? Qu'est-ce qui t'a personnellement touché dans ce film? Dans quoi tu t'es peut-être reconnu ou ça t'a parlé? Je me suis pas forcément reconnue. J'ai l'impression qu'il capte quelque chose de ce mystère slave, dont je n'ai finalement pas beaucoup d'éléments. J'ai l'impression qu'il va toucher à quelque chose qui est de sa propre existence et qui est une vraie énigme. J'ai l'impression qu'on touche quelque chose de très vaste et qu'on en touche juste un dixième. Je ne sais pas bien parler de ce film parce que je ne sais pas le raconter. Je trouve qu'il est de l'ordre de la sensation. Ce qui me reste, c'est cette sensation d'obscurité à l'intérieur de la maison et cette nature qui transparaît à travers les couloirs, les fenêtres de la maison. Un effet d'obscurité et de clarté très fort. Oui, évidemment, la mer en lévitation, cette femme qui fume assise sur la barrière, l'effet du vent. C'est des belles images qui te restent en tête et qui sont aussi puissantes juste pour rester des images telles quelles. Toutes les images de Tarkovsky, c'est de toute façon, je crois qu'il partait beaucoup de tableaux et on le sent. C'est très, très, très référencé à beaucoup. Il me semble au primitif italien, par exemple. Il devait beaucoup s'imprégner de tableaux. Et je crois que c'est pour ça aussi que ça reste entêtant. Oui, c'est vrai. Oui. Mais du coup, comme on va passer à quelque chose de plus léger, ou peut-être pas d'ailleurs, quel film emporter pour des vacances? Alors, je voudrais voir Twin Peaks, le retour. Voilà, ça fait partie des choses qui me réjouissent pour l'été à venir. Et tu penses que c'est propice aux vacances Non, mais il faut du temps. Alors, c'est uniquement pour cette raison que je l'ai mis en haut de la pile. Oui, c'est un très, très long film là que tu vas te faire pour les vacances. D'accord, ça empiétera sur l'automne peut-être. Et c'est intéressant parce que ça a été vendu comme une série télé entre guillemets, mais lui effectivement dit que c'est un film de 18 heures en fait. Donc après si tu l'as pas vu c'est difficile d'en parler plus. Oui, j'en attends beaucoup parce que je pense qu'ils sont tous pas mal vieillis. Je me demande ce qu'il en a fait justement, notamment de ce vieillissement des personnages. Ça m'intrigue beaucoup. Et puis que tout le monde ait répondu présent, que alors il y a peut-être quelques acteurs qui sont morts, mais je trouve ça ce passage du temps et le fait que les comédiens reviennent, c'est quelque chose d'expérimental et qu'on n'en attendait pas moins de Lynch. Je pense que ça va dépasser même tes espérances parce que c'est vraiment le sujet de la série aussi, hein. Le passage du temps, 25 ans après, ce qu'on fait des rides des acteurs aussi. Très bien. Donc alléchant. Est-ce qu'il y a un acteur en particulier ou une actrice que t'attends en fait? Oh ben oui. Special Agent Cooper. Bien sûr. Voilà, Kyle MacLachlan. Bon, on te laisse la surprise alors. Et sinon, y a d'autres films que t'aurais tendance à vouloir voir en vacances ou pas du tout? Toi, t'es pas du genre
à te dire ça c'est un film de vacances ou d'été ou tu penses peut-être pas du tout comme ça d'ailleurs? Non, non, non. Je pense comme ça pour des livres. Je choisis des livres un petit peu en fonction du lieu où je vais être. Mais non, pour les films, je me pose pas la même question. On va passer à notre troisième partie de portrait qui est cinéma, mémoire et sommeil. Et je laisse Clément te poser la première question. Oui, alors un film dont tu as tout oublié, à part un détail justement, qui peut t'obséder d'ailleurs Ou pas. Alors, c'est la fin. Alors, moi j'ai connu le titre et le réalisateur à l'âge adulte. Enfin, j'ai recomposé le puzzle parce que enfant, certainement beaucoup trop jeune, on a dû me laisser voir La peau douce de François Truffaut, mais à un âge où je ne savais pas du tout ce que c'était et que la nouvelle vague et la cinéphilie et un bon film. Et à la fin, quand le personnage masculin tire sur Françoise d'Orléac, voilà, j'ai été extrêmement marquée parce que j'avais l'impression qu'il faisait semblant. Et voilà, j'ai cet étrange détail qui me reste, c'est que pour moi, il faisait semblant. Je n'imaginais pas qu'au cinéma, on tuait réellement quelqu'un. Donc c'est un souvenir d'enfant. Et à l'âge adulte, je suis retombée par hasard sur ce film et en comprenant que j'avais vu La peau douce de Truffaut, j'avais peut-être 8 ans. Ah oui, ça fait jeune. Je l'ai vu tôt et je pense que j'ai rien compris, hormis cette fin qui m'a longtemps hantée. Parce que j'avais le sentiment qu'il faisait semblant. C'était pas possible pour une enfant qu'on ait le sentiment qu'on fasse semblant au cinéma. Voilà. Et quand t'as confronté ce souvenir et le moment où t'as redécouvert le film, ça t'a fait quoi? Tu t'es dit, ah d'accord, ça vient de là, c'est ça, c'est... Enfin... Je sais plus comment j'ai réagi, j'ai juste eu l'impression de recomposer un puzzle et voilà, et puis de savoir que c'était Truffaut et que j'avais vu Truffaut jeune sans le savoir. Et surtout que celui-là, il est assez étrange dans la filmographie de Truffaut. Oui, c'est pas du Truffaut habituel. Non, c'est très très bizarre celui-là, enfin, ça ressemble presque à du Hitchcock parfois. Oui, c'est pas le film que je retiens de Truffaut. Avec une musique très menaçante dès le début en fait, enfin c'est très très bizarre, je trouve celui-là. Oui, voilà, effectivement, c'est pas celui que je retiens. Et au contraire, est-ce que t'as un film qui t'a poursuivi jusque dans tes rêves et que tu n'as pas oublié donc? Alors, oui, c'est même de l'ordre d'un cauchemar, cauchemar éveillé. C'est Salo, ou Les 121 jours de Sodome de Pasolini. Oui, je comprends. Voilà, film que je ne reverrai jamais, mais que je ne regrette pas d'avoir vu. Parce que qu'est-ce qui t'a apporté? Alors, il m'a traumatisée, mais enfin, c'est peut-être pas un mot assez juste, parce que je suis quand même restée jusqu'au bout. Alors, on est aussi quand même dans une fascination du mal. Et puis en plus, le mal, il est filmé de façon à ce qu'on s'en souvienne aussi. Encore un qui convoquait la peinture, notamment à la fin. Me restent ces scènes, heureusement qu'on voit très loin, il me semble, à travers des jumelles. Je crois vraiment que c'est le seul film que je ne retournerai pas voir parce qu'il est puissamment traumatique et il dit des choses très, très dérangeantes sur l'espèce humaine. Est-ce que tu peux rappeler un peu l'histoire? Mais comme je ne l'ai vu qu'une fois, je crois que c'est à la fin de l'époque fasciste en Italie, des dignitaires fascistes qui s'enferment dans une belle demeure, un château italien, je ne sais plus très bien, et qui vont s'adonner à tous les vices possibles avec de jeunes gens qui sont leurs esclaves sexuels. On est dans une dimension sadienne qui est extrêmement gênante. Et tu disais que t'en avais fait des cauchemars même ou... Enfin, Non, c'est pour rebondir sur est-ce que ça m'a poursuivi dans mes rêves, pas forcément en dormant, mais j'y pense assez souvent à l'état de veille, en journée, et comme un cauchemar qui me hante.
Il y a des images particulièrement qui te... Enfin, où tu disais celle de la fin qu'on voit assez lointaine. Oui, je crois qu'on les torture on les torture au loin, de façon atroce. Je crois qu'on enlève les yeux. Enfin, et heureusement, ça a été filmé de loin. Je trouve qu'il nous a au moins épargné. Enfin, la distance permet que ce soit un tout petit peu moins traumatique. Et en même temps, moi, c'est ce qui me reste de plus insupportable. C'est intéressant. C'est un film de l'insupportable. Et je pense que c'est important qu'un cinéaste fasse ça. Mais vraiment, je crois que je ne le reverrai pas. Donc je n'aurai plus que des fragments en tête. C'est intéressant que tu dises ça, que le film ne te lâche pas. Parce que là, je vais juste me permettre une petite anecdote. Mais moi aussi, je l'ai vu, il faut évacuer ça. Mais j'avais été obligé de le voir, moi, au Ciné-Club de Paris 8, donc en master. Et le thème de la séance, parce que c'était des séances thématiques, enfin le thème de l'année, c'était la résistance au cinéma en général. Et là, le thème de cette séance, c'était résistance du spectateur, en fait. Et du coup très intelligent comme nom de séance quoi, mais effectivement il y a quelque chose de l'ordre de la résistance et en plus le film il nous épargne pas même après le visionnage en fait, on peut s'en souvenir juste après, dans un mois, 2 ans, 3 ans, 10 ans, enfin c'est quelque chose qui reste à vie par contre ce film là, on peut s'en souvenir toute une vie mais je pense et c'est l'œuvre d'un grand cinéaste pour ça. Je pense que c'est pas gratuit. Enfin, dans le sens, toute cette violence qu'il met dans ce film. Non, pour moi, elle n'est pas gratuite parce que je continue à y penser. Et je pense qu'il fait réfléchir sur la violence, sur la diversité de l'espèce humaine, la perversité de l'homme. Waouh. Ok, on va passer à la carte blanche. Peut-être sera-t-elle plus joyeuse. Surprise. Alors du coup, on t'avait demandé de choisir une séquence, ce que tu veux, dans n'importe quel film, et de la décrire un petit peu comme si t'étais dedans, si c'est possible. Alors, autant que faire se peut. Alors, c'est une œuvre de Werner Herzog que j'affectionne particulièrement, c'est La Soufrière, qui n'est pas un long métrage, qui est un film court, un documentaire assez court. Avec son équipe, ils savent qu'il y a un risque d'éruption sur la Guadeloupe en 77 et il arrive dans une île fantomatique. Tout le monde a été évacué et ils vont se balader alors à la Herzog, à leur risque et péril, en prenant des risques pas possibles. Et c'est une île déserte et c'est très puissamment filmé. Il me reste vraiment toutes sortes d'images d'animaux. Mais la séquence qui me reste, c'est vers la fin du film, je crois. Donc ils sont montés assez haut sur la Soufrière. Et parmi leurs rencontres, puisque c'est essentiellement des animaux qu'ils rencontrent, ils rencontrent 2 hommes, mais dont un qui est quasiment endormi. Peut-être. Alors, je ne l'ai pas revu, donc je vais m'en souvenir par fragments, et c'est certainement pas exactement la façon dont c'est filmé. Mais j'ai un souvenir d'abord de la chevelure de cet homme qui a des cheveux qui sont. Donc c'est un vieil homme noir, peut-être SDF, enfin on disait pas ça à l'époque. J'ai le souvenir qu'il est assez marqué physiquement. Je suis pas sûre qu'il ait une maison. En fait, on le découvre au creux d'un arbre avec un chat juste au-dessus de lui. Et j'ai le souvenir qu'il a les cheveux noirs avec des mèches un peu blanches ou grisonnantes. Et ces mèches sont tellement volatiles. J'ai un souvenir, on dirait comme des graminées, comme des plantes qui bougent dans le vent. Il y a des mouvements de caméra peut-être qui tournent autour de l'arbre, et puis tandis que Herzog l'interviewe, lui demande en fait pourquoi il est resté. Faut quand même imaginer que tout le monde a été évacué, et cet homme répond qu'il attend la mort, que c'est je crois une
il attend la main de Dieu, en fait. Enfin, c'est pas dit comme ça, mais c'est à peu près ça. Et c'est une image très très puissante, c'est une image assez mythologique. Pour moi, c'est comme un veilleur de la soufrière. Et il me semble qu'il rencontre ensuite un deuxième personnage qui est moins frappant. Je trouve que le premier est de l'ordre de la mythologie. Il est très très beau en plus, et pour moi il a quelque chose d'un romantique allemand. Il a une grande chemise, il a des cheveux un tout petit peu qui flottent dans le vent. Il a une élégance incroyable, ce personnage. Oui, on dirait qu'il attend le jugement dernier, un peu totalement étendu comme ça. Il attend le jugement dernier avec une élégance très rare. Oui, pourquoi t'as choisi cette séquence En voilà une qui me hante aussi. D'abord parce que je trouve que c'est une séquence de cinéma. Ils sont tombés certainement par hasard sur ces deux personnages. Et le fait qu'il y ait cet homme qui dort au creux d'un arbre, un chat, un homme extrêmement élégant. Il chante aussi un moment, je crois. Il chante en créole. Pour moi, c'est ça un moment de cinéma. C'est que tous les éléments sont convoqués, il y a quelque chose qui fonctionne, et qui est de l'ordre du hasard aussi. Et puis c'est l'immense talent de Herzog, de savoir capter ces moments de trouvailles, de hasard. Mais c'est marrant que tu dises que ça te fasse penser au romantique allemand. Et il me semble qu'il y a du brouillard, justement. Oui. Il y a encore le brouillard de la soufrière, enfin les émanations de la soufrière. Donc il y a tous les éléments d'une séquence cinématographique, et faite par pour moi, un des derniers romantiques allemands. Ah oui, qui est Werner Herzog. Exactement. Voilà, c'est pour ça que je suis encore une scène qui m'entête. Et qui est très fantastique aussi, justement, comment tu l'as décrit, ce qui est assez drôle aussi, parce qu'il faut se rappeler que la soufrière n'est jamais rentrée en éruption, et ce film est un film sur une éruption qui va se dérouler, enfin qui devrait, qui potentiellement pourrait arriver, et qui n'arrivera jamais. Et oui, c'est... Et puis c'est l'incroyable courage quand même de Herzog, ou d'inconscience. Ce qu'il a quand même dit par rapport à ça dans une interview: parfois c'est important de faire un film, et parfois il faut courir des risques que d'autres n'assumeraient pas. Voilà, ça c'est l'esprit. Oui, et puis on sait ce qu'il a fait, totalement fou dans quasiment tous ses films. Tout à fait. Merci pour cette belle carte blanche. On va enchaîner sur cinéma et transmission, et je te laisse encore une fois la parole, Clément. Alors, une question qui pose un peu retard, on va dire. Un film que tu as détesté et que pourtant tu recommanderais? C'est à nouveau Salo de Pasolini, que j'ai... C'est pas détesté, donc je continue à être extrêmement dérangée, mais je pense qu'il faut absolument voir ce film, même figé sur son siège. C'est vraiment un film à voir. Un film attraction-répulsion. Oui. C'est vrai que cette idée d'attraction-répulsion, elle décrit bien le film en fait. Oui, peut-être qu'elle décrit le spectateur aussi, et comment le metteur en scène joue avec ça chez le spectateur. Est-ce que... Pardon. Vas-y. Non, mais je me demandais, toi, quand tu l'as vu au cinéma, Salo, est-ce que des gens sont sortis de la salle? Je l'ai vu à l'Hackathon à Paris, et je crois qu'on devait être 2 ou 3 dans la salle. Okay. Ce qui augmentait mon malaise. Je crois qu'en plus, je devais être la seule femme, et j'ai des souvenirs qu'il y avait peut-être 2 hommes. Ça a augmenté le malaise du film, du visionnage du film. Mais je suis restée. Et les 2 autres sont restés aussi. Sagement sur leur siège. Voilà, donc un souvenir de très, très fort aussi des conditions de visionnage. Et tu le recommanderais à tout le monde, ou à quelqu'un, ou à qui, parce que... Est-ce que tu donnerais des avertissements ou des conseils à ceux qui voudraient le voir? Alors, parce que je pense que ça implique l'idée de l'âge, que voir à quel âge au cinéma. Et moi, j'ai l'impression que des fois, on tombe sur des films, et tant pis, quel que soit l'âge. Alors, évidemment que, ayant des enfants, ça m'embêterait que mon fils tombe sur ce film. Mais
je crois que ça fait partie aussi des risques de la vie, c'est qu'on tombe sur des choses, mais dans la vie, dans la rue, dans une salle de cinéma, il faut bien s'en accommoder dès lors qu'on sent quand même que ça nourrit et que ça va vous, peut-être pas transformer, mais que ça va vous ouvrir sur une autre... une perception de l'être humain auquel on ne s'attendait pas. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc je ne sais pas très bien comment répondre à cette question, parce que voilà, je pense que Internet, par exemple, est un robinet sur lequel on peut instantanément, si on le veut, tomber sur des choses bien plus choquantes et qui ne sont pas mises en scène. Alors, sur le cinéma, je n'opposerais pas un âge minimum. Après, et peut-être que le trauma fait partie aussi de tomber sur des films trop jeunes. oui, Et tant pis, enfin... Je pense qu'on est toujours trop jeune pour Salo de toute façon. Mais est-ce que tu le recommanderais aussi pour cette dimension politique, par exemple parce que au-delà de la violence, si on gratte un petit peu, quand même, il y a tout un discours. C'est quand même... Enfin, c'est quand même fort, quoi, le discours qu'il y a derrière aussi, oui. sur le fascisme, Bah oui. sur cette décadence de cette société italienne aussi. Enfin... Oui, je pense que c'est un film... c'est un film qui parle encore à l'heure actuelle. Et donc rien que pour ça, il faudrait aussi... Pas uniquement pour ça, parce que c'est d'abord une œuvre d'un cinéaste. Mais bien sûr que l'arrière-fond politique participe au traumatisme. Et donc ça, c'est un film qui t'a vraiment constitué, toi, ta personne. Mais est-ce qu'il y a des films qui ont nourri ta pratique de cinéma et qui t'ont influencé dans ta manière de faire des films ? En tout cas, Salo, je ne suis pas sûre que ça m'ait constitué. C'est un film qui m'a interrogée et qui continue à m'interroger. Les films qui m'ont constitué, c'est des films qui sont beaucoup plus... que je n'ai pas rejetés. Donc, alors que Salo, je l'ai rejeté. Oui, c'est vrai, pardon. Non, mais... Et du coup, oui, tu veux peut-être répéter ta question. Donc, quels sont les films qui t'ont nourri et t'ont influencé dans ta pratique de cinéma ? Alors, quand je découvre un cinéaste qui me... Il y a vraiment les cinéastes qui m'intéressent, dont je salue le travail, l'audace, et puis il y a ceux qui me touchent. C'est vraiment deux choses différentes. Et ceux qui me touchent m'influencent, forcément. Je pense à quasiment tous les films de Naomi Kawase, et je pense à Naissance et maternité en premier lieu. Je pense à Il était une fois en Anatolie de Bilge Ceylan, Nouri Bilge Ceylan, mais tous ces films aussi. Je pense à Jane Campion, quasiment tous ces films m'ont marqué, et notamment Un ange à ma table. Tous les films de Kelly Richard, dont le magnifique La dernière piste. Mais pour revenir sur... donc, Il était une fois en Anatolie, tu m'as cité en premier quel film ? Kawase, Naissance et maternité, et c'était les films de Jane Campion. C'est des films qui ont une fragilité, je trouve, à l'intérieur dans Il était une fois en Anatolie. Il y a une espèce de solitude et de... Enfin, on traverse le désert turc à la recherche d'un crime et d'un meurtrier dont on ne sait pas très bien qui c'est. Et c'est dans Naissance et maternité, il y a une fragilité de Naomi qui filme sa grand-mère qui l'a élevée, je crois, et Naomi, elle, qui va accoucher. Il y a une espèce de fragilité extrêmement humaine dans ces films. Donc, dans La dernière piste, il y a beaucoup de temps mort aussi. Enfin, c'est pas un western qui arrive avec une grosse artillerie de scénarios. Enfin, il y a vraiment... Il y a une dimension documentaire aussi assez forte, d'ailleurs, je trouve. Oui. Kelly Richard, elle a compulsé plusieurs journaux intimes de ces pionniers qui traçaient en fait la route vers l'ouest et qui rencontraient des Indiens, la chaleur, la soif, toutes sortes d'imprévus, et dont elle a fait... Je trouve qu'elle raconte l'Amérique dans ce film. En tout cas, sur le fil conducteur de tous ces films, oui, c'est peut-être la fragilité humaine, l'homme à l'intérieur d'un espace aussi, et comment
comment l'être humain évolue dans un paysage. Bah, c'est intéressant parce qu'il y a 2 autres œuvres que tu nous avais envoyées aussi, et j'imagine que c'est celles qui te nourrissent en tant que cinéaste. Il y avait Le Monde d'Apu de Satyajit Ray et La Ciénaga de Lucrecia Martel, qui a priori sont assez éloignés, mais il y a quand même quelque chose aussi par rapport à l'espace, par rapport à l'enfance aussi peut-être, je sais pas. Oui, donc c'est une trilogie, la légende d'Apu, on le voit petit, à l'âge adulte, mais il y a un charme incroyable dans cette trilogie de Satyajit Ray. Je suis très attachée à cette trilogie. Il y a une mise en scène d'un plasticien aussi. Je ne sais plus ce qu'il était, Satyajit Ray. Je me demande s'il n'avait pas, curieusement, commencé dans la publicité, dans le graphisme. En tout cas, il y a un lien avec les arts plastiques et ça se ressent fortement dans ces 3 films que je trouve admirables. Et comment ça t'a nourri, toi, ta pratique? Mais je pense que c'est comme Le Miroir, c'est des films énigmatiques. Et je ne comprends pas tout. Et j'aime... Dans ce mystère, il y a beaucoup de profondeur. J'aime bien ne pas tout comprendre, parce que ça veut dire qu'on peut sans cesse y revenir, voir de nouvelles choses, se nourrir. Il y a aussi une grande attention portée à la composition, au mouvement de caméra. Mais pas que, tout se tient. La direction d'acteur, il y a aussi peut-être quelque chose qui est de l'ordre du hasard laissé aux comédiens. J'ai l'impression que dans tous ces films, les cinéastes laissent beaucoup de liberté aux comédiens, ou peut-être aux éléments climatiques. Il me semble que c'est aussi ce qui me plaît. Mais est-ce que tous ces films-là, ils te guident un peu comme une boussole en tant que... Toi qui vas faire des films, en tant que cinéaste ou... Je crois que le point commun, c'est aussi que ce sont des films visuels et qui sont... Il y a une forte esthétique, mais c'est jamais esthétisant au mauvais sens du terme. C'est... Il y a tout ce que j'aime au cinéma, une histoire, un arrière-plan, parfois politique, historique, et puis... une maîtrise et une maîtrise cinématographique et un univers totalement singulier. Ça ne ressemble à rien d'autre. Une singularité. Voilà. Donc c'est Lucrecia Martel aussi, je trouve qu'elle creuse quelque chose de très intéressant sur l'arrivée des Blancs en Amérique du Sud, sur le monde indien. J'ai l'impression que c'est un petit peu ça qu'elle file et que je trouve très très remarquable parce que ça se voit pas forcément tout de suite, parce que la mise en scène et le côté visuel est très très mis en avant chez elle. Or ça s'imbrique complètement avec peut-être une dénonciation de ces inégalités en Amérique du Sud, a fortiori en Argentine, qui est son coin. Et puis oui, on retrouve aussi ce lien à la nature qui me plaît beaucoup chez tous ces cinéastes. Et donc ton film Refuge, qui est notre dernière question, tu nous as dit que c'était donc ce film de Kelly Richard. La dernière piste. La dernière piste. Oui. Pourquoi Refuge? Alors, dans l'idée de Refuge, c'est un écran par rapport à la barbarie du monde. Pourtant, c'est un film qui parle aussi de cette barbarie à venir, de ce rapport entre le monde des Blancs et l'Indien. Il y a beaucoup, c'est plein de zones de friction. Alors je vais répondre autrement. J'ai vu ce film en salle parce que j'avais découvert son œuvre et quand j'aime un cinéaste, j'essaye d'être au rendez-vous dès qu'il y a un de ses films qui sort. Donc je l'ai vu en salle et je me souviens avoir presque commencé à pleurer dans les premières images du film. Non pas que l'émotion... j'étais gagnée par une émotion qui m'est tombée dessus et qui était de sentir l'intelligence de la mise en scène. Et parfois, je pense qu'on peut être rattrapé dans ce flot d'images qui n'ont rien à dire et qui sont mal construites quand on est
devant l'œuvre d'un cinéaste qui a pensé à tout. Donc, je crois me souvenir que le début du film, c'est des femmes donc, habillées dans ces costumes des pionniers du 19e siècle. Elles traversent une rivière et elles portent des cages d'oiseaux qu'elles veulent protéger aussi. Et, il me semble qu'il a filmé, elle a filmé légèrement au ralenti. Il y a une gamme de peintres comme elle sait l'utiliser. Et voilà, je me suis retrouvée étrangement presque à vouloir pleurer dans les premières minutes de ce film parce que j'étais face à quelqu'un qui sait encore penser le monde en tant que cinéaste. Et c'est pas si courant. Merci beaucoup Aline. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter, Clément. Ah non, finir là-dessus, ça me semble parfait. Merci à vous. Merci encore de t'être prêté au jeu et d'avoir accepté notre invitation. Donc on remercie également Gabriel pour sa musique et Anna pour ses illustrations de chacun de nos épisodes et de nous avoir permis d'enregistrer dans ta charmante demeure. Merci pour tout.